Imaginez une nuit paisible au port de Cabot Cove, et soudain, un cri déchire le silence. Le corps d'un homme gît sur le quai, une rose rouge serrée dans sa main. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'il s'agit d'un crime passionnel ou d'un complot bien plus sombre? Restez jusqu'à la fin, car vous n'allez pas croire ce que Poirot va découvrir dans ce port, apparemment tranquille. Le port de Cabot Cove s'étendait dans une brume argentée, enveloppé d'un silence trompeur. Les bateaux, doucement bercés par la marée, semblaient dormir, ignorant la tragédie qui venait de s'y jouer. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle, créant des ombres étranges sur les pavés humides. Hercule Poirot, invité par un vieil ami américain, avait accepté de passer quelques jours dans ce petit port pittoresque. Ce devait être une retraite paisible, loin des crimes et des intrigues de Londres ou de Paris. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans pour le célèbre détective belge. Car ce soir-là, un cri avait brisé la quiétude de la nuit. Les pêcheurs, surpris, étaient sortis de leur cabane, les yeux écarquillés de peur. Une silhouette courait le long du quai, avant de disparaître dans la brume. Quelques instants plus tard, un corps fut découvert, étendu près d'un entrepôt abandonné. L'homme portait un costume sombre, parfaitement taillé, mais trempé d'eau salée. Dans sa main crispée, une rose rouge, encore fraîche. Les habitants murmurèrent aussitôt « Un drame d'amour? Un règlement de compte? Ou bien un signe plus macabre ?» Poirot s'avança, son regard perçant observant chaque détail. La position du corps, l'angle de la chute, la rose serrée dans les doigts du défunt. Rien n'était laissé au hasard. « Mes amis, » dit-il calmement, « ceci n'est pas un simple accident. Quelqu'un a voulu envoyer un message. » Le silence tomba. Aussitôt, les visages se figèrent. Le port tranquille de Cabot Cove n'allait plus jamais être le même. Un soupir de la mer, une rose écarlate, un cadavre mystérieux. Les pièces du puzzle venaient d'être posées, et Poirot, avec sa rigueur inégalée, allait devoir les assembler. Car derrière ce crime apparemment banal, se cachait une vérité que personne n'aurait osé imaginer. Poirot se pencha sur le corps, ses moustaches impeccablement cirées, frémissant à la lumière des réverbères. Chaque détail lui parlait. La boue sur les chaussures, la chemise légèrement déchirée, la montre-bracelet arrêtée sur minuit 5. Tout cela formait une sorte de langage secret que seul son esprit pouvait décoder. Autour de lui, un petit attroupement s'était formé. Des pêcheurs, des passants nocturnes, et même l'aubergiste du port, tous chuchotaient avec une crainte palpable. Le port de Cabot Cove n'était pas habitué à ce genre de drame. Ici, les histoires concernaient d'ordinaire la mer, les tempêtes et les cargaisons perdues. Pas le sang. « Qui est cet homme ?» demanda Poirot d'une voix ferme, en balayant la foule du regard. Personne ne répondit tout de suite. Les visages se détournèrent, comme si chacun redoutait d'être impliqué dans une tragédie qui allait bientôt faire la une des journaux. Enfin, une voix s'éleva. C'était celle de Martha, une vieille femme du port, connue pour ses commérages. « On dit qu'il est étranger, monsieur. On l'a vu plusieurs fois près des docks, toujours seul, toujours silencieux. Certains disent qu'il attendait quelqu'un. » Poirot fronça les sourcils, un étranger solitaire, trouvé mort, au cœur de la nuit, tenant une rose écarlate. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Son instinct lui criait que cette scène avait été mise en place avec une précision presque théâtrale. Détective se releva lentement et sortit son mouchoir blanc, qu'il passa délicatement sur une tache de sel incrustée dans le revers de la veste de la victime. La mer, oui, mais voyez, mes amis, cette marque ne vient pas des vagues, elle vient d'un contact intentionnel,
comme si l'homme avait été traîné jusqu'ici. Les murmures redoublèrent. Les habitants s'écartaient maintenant, comme si la découverte de Poirot avait fait naître un danger invisible autour du corps. La peur s'infiltrait dans les regards, se transformant en soupçon. Poirot, quant à lui, ne voyait pas de peur. Il voyait une énigme, et une énigme appelait toujours une solution. Ces petites cellules grises s'agitaient déjà, avec frénésie, tissant les premiers fils d'un canevas encore obscur. « Mesdames et messieurs, dit-il d'un ton mesuré, je vous prie de garder vos émotions. Cette mort, vous le verrez, n'est pas un hasard. Le véritable mystère commence maintenant. » La police locale arriva quelques minutes plus tard, leur lanterne éclairant la scène d'une lueur vive et crue. Le shérif O'Connor, un homme massif au regard dur, s'approcha de Poirot avec une méfiance non dissimulée. « Monsieur, qui êtes-vous pour examiner un corps comme si vous étiez chez vous ?» demanda-t-il d'une voix grondante. Poirot, imperturbable, sortit une carte élégante de la poche intérieure de son manteau. « Hercule Poirot, détective privé, peut-être avez-vous entendu parler de mes modestes exploits. » Le shérif prit la carte, la lut rapidement, puis haussa un sourcil partagé entre respect et irritation. « Ici c'est mon port, monsieur Poirot, et c'est moi qui mène l'enquête, » déclara O'Connor d'un ton sec. Poirot inclina la tête avec un sourire poli. « Bien entendu, monsieur le shérif, mais permettez-moi de vous offrir l'assistance de mes petites cellules grises. Vous verrez, elles sont souvent d'une utilité surprenante. » Le shérif grogna mais ne protesta pas davantage. Il savait déjà que l'affaire risquait d'attirer les journaux. Et si cet étranger était réellement important, l'aide d'un homme aussi réputé que Poirot pouvait être une bénédiction déguisée. Les agents inspectèrent le quai. Ils trouvèrent des traces de pas menant à un entrepôt voisin, mais les empreintes s'arrêtaient brusquement devant la porte close. Comme si l'homme avait disparu dans les airs, murmura l'un des policiers, visiblement troublé. Poirot, lui, se contenta d'esquisser un sourire fin. Il se pencha vers la serrure de l'entrepôt, observa attentivement les minuscules rayures sur le métal et déclara « Voyez-vous, ceci n'est pas le hasard. Quelqu'un a ouvert, puis refermé cette porte récemment et avec une main précipitée. L'assassin, peut-être, ou un témoin silencieux. La foule, toujours massée derrière la ligne improvisée des policiers, retint son souffle. Chacun se sentait happé par l'aura de ce petit homme belge, dont les moustaches semblaient presque vibrer d'intuition. La nuit, autrefois paisible, s'était transformée en un théâtre où chaque spectateur devenait suspect. Poirot, tournant son regard vers les visages, nota les réactions, la peur dans les yeux d'un jeune marin, l'anxiété d'une femme serrant son châle, la froide indifférence d'un homme en costume clair qui s'éloignait discrètement. Chacun portait un secret, et Poirot le savait. « Mes amis, » dit-il calmement, « cette enquête ne se résoudra pas en scrutant seulement le cadavre. C'est dans vos cœurs et vos silences que se cachent les vérités que je cherche. » Le shérif, O'Connor, ordonna que le corps soit transporté à la morgue improvisée du village, dans une salle fraîche, attenante à l'église. Pendant ce temps, Poirot, les mains croisées derrière le dos, se dirigea lentement vers l'entrepôt suspect. La brume semblait se resserrer autour de lui, comme si la mer elle-même cherchait à garder ses secrets. La porte grinça lorsqu'on l'ouvrit. À l'intérieur, l'air sentait le sel, le bois humide et une odeur métallique presque imperceptible. Poirot plissa les yeux, observant chaque détail. Des caisses entassées, des cordages abandonnés, et sur le sol, une trace de boue qui ne correspondait pas au sol poussiéreux de l'entrepôt. « Mon cher shérif, » dit Poirot doucement, « voyez-vous cette trace? Elle est récente, humide, et ne vient pas d'ici.
Elle appartient peut-être à celui qui a laissé le corps au quai. Le shérif s'approcha mais haussa les épaules. « Ça pourrait être n'importe qui », répondit-il d'un ton bourru. Poirot, sans se laisser troubler, esquissa un léger sourire. Un éclat attira soudain son attention. Dans un recoin sombre, à moitié caché sous une caisse, brillait une petite broche en forme d'encre dorée. Poirot la ramassa avec précaution et la montra au shérif. Un détail, peut-être, mais les détails, mon ami, construisent toujours la vérité. À peine avait-il rangé la broche dans un mouchoir de soie qu'un bruit de pas résonna derrière eux. Une jeune femme entra, haletante, ses cheveux noirs collés par l'humidité. Ses yeux s'agrandirent en voyant Poirot, puis elle fixa le shérif. « Je n'ai rien vu, je le jure », s'écria-t-elle, avant même que quelqu'un ne lui pose une question. Poirot s'avança vers elle avec douceur. « Mais madame, personne ne vous accuse. Encore. Pourquoi donc vous défendez-vous si promptement ?» La jeune femme rougit, baissa les yeux et serra ses mains tremblantes. « Parce que tout le monde sait que je me promenais près du quai ce soir, et je ne veux pas qu'on me soupçonne. » Le shérif fronça les sourcils, prêt à l'assaillir de questions. Mais Poirot leva une main pour l'arrêter. « Non, non, mon ami, pas de brutalité. Il faut écouter les silences autant que les paroles. » Puis, se tournant vers la femme, « Mademoiselle, qui étiez-vous venu te rencontrer au port ?» Elle recula d'un pas, comme frappée par la question. Son visage se crispa, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Ce mutisme, plus éloquent qu'une confession, fit naître un frisson dans la salle. Poirot la regarda intensément, ses moustaches vibrant légèrement, puis déclara « Voilà une vérité qui refuse de se dire, et c'est là que se cache le danger. » Le lendemain matin, le port de Cabot Cove semblait paisible en apparence, mais sous la surface régnait une agitation nerveuse. Les pêcheurs, habituellement bruyants et rieurs, parlaient à voix basse, leur regard fuyant. La mort de l'étranger avait jeté une ombre sombre sur la petite communauté, et chacun redoutait que le mystère ne s'épaississe davantage. Poirot, fidèle à son habitude, prit son petit déjeuner à l'auberge, café noir, pain grillé, parfaitement beurré, et quelques fruits au frais. Son calme contrastait avec l'anxiété générale. Assis près de la fenêtre, il observait les passants, notant leurs gestes, leurs attitudes, les plus infimes détails. Rien n'échappait à ces petites cellules grises. Le shérif O'Connor entra brusquement dans la salle, son chapeau à la main, les traits tirés. « Poirot, » dit-il d'une voix tendue, « la victime a été identifiée. Il s'appelait Richard Harland, un riche homme d'affaires venu de New York. Il avait loué une chambre ici depuis une semaine, mais personne ne savait vraiment pourquoi. » Poirot leva les yeux, pensif. Un homme de fortune dans un village de pêcheurs, voilà qui est singulier. Et cette rose dans sa main, bien étrange pour un financier, n'est-ce pas? Le shérif haussa les épaules, peut-être un caprice romantique. Mais Poirot ne se laissa pas convaincre. À ce moment précis, la jeune femme rencontrée la veille à l'entrepôt entra à son tour. Ses yeux sombres se posèrent sur Poirot, puis sur le shérif, et elle hésita avant de s'avancer. « Je dois vous parler, » dit-elle d'une voix tremblante. On lui fit signe de s'asseoir. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son foulard. « Richard Harland m'avait donné rendez-vous au quai, » murmura-t-elle. « Mais je jure que je ne l'ai pas tué. Il voulait me confier quelque chose. » Poirot se pencha en avant. « Et qu'était-ce, mademoiselle ?» Elle baissa la tête, incapable de répondre. Après un long silence, elle souffla enfin. « Je crois qu'il avait découvert un secret sur l'un des habitants de Cabot Cove. Il disait que c'était dangereux, qu'il devait partir au plus vite. » Le shérif tapa du poing sur la table. « Assez de mystère.
Qui? De qui parlait-il? Mais la jeune femme, effrayée, se contenta de secouer la tête. Ses lèvres restaient closes, comme une porte scellée. Poirot l'observa longuement, puis déclara doucement « Mademoiselle, parfois, la peur d'une vérité est plus mortelle que la vérité elle-même. Si vous ne parlez pas, l'assassin parlera à votre place, et ce jour-là, il sera trop tard. » Poirot quitta l'auberge, en compagnie du shérif O'Connor, bien décidé à retracer les derniers pas de Richard Harland. Le soleil perçait timidement, à travers la brume, projetant des reflets argentés sur les eaux calmes du port. Mais sous cette tranquillité se cachait une tension presque palpable. Ils se rendirent à la chambre que Harland avait occupée. La clé fut remise par l'aubergiste, nerveux, qui jurait ne rien savoir de ses activités. La pièce était modeste, décorée simplement, mais Poirot observa tout avec une attention méticuleuse. La valise du défunt était encore là, soigneusement rangée, comme s'il avait prévu de partir. Sur le bureau, une pile de lettres non envoyées attira l'œil de Poirot. Elles étaient adressées à une certaine E.L., sans nom complet, mais chaque enveloppe contenait des lignes énigmatiques. « Je suis sur le point de révéler ce que j'ai découvert. » Ou encore « Si quelque chose m'arrive, sachez que la vérité repose au port de Cabot Cove. » Poirot plissa les yeux. Ces lettres prouvaient que Harland savait qu'il courait un danger. Mais pourquoi rester dans un endroit où sa vie était menacée? Était-ce par amour, par devoir, ou parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'il refusait d'abandonner? Le shérif, impatient, grogna. « Des lettres sans expéditeur, ça ne nous avance à rien. » Poirot secoua doucement la tête. « Au contraire, mon ami, cela nous dit qu'il n'agissait pas seul. Il écrivait pour être entendu, et quelqu'un, quelque part, devait recevoir ces mots. » Poirot ouvrit ensuite la valise et découvrit un carnet à la couverture de cuir noir. Les premières pages contenaient des notes commerciales banales, mais à partir du milieu, les phrases devinrent plus confuses, comme écrites dans la hâte. Rencontre secrète, danger imminent, l'homme à la cicatrice. L'homme à la cicatrice, répéta Poirot à voix basse, ses yeux brillèrent d'une étincelle. Voilà une piste précieuse. Peu de gens peuvent cacher une cicatrice, et moins encore dans une petite communauté comme celle-ci. Le shérif hocha la tête. « Je connais quelqu'un, un marin qui vit ici depuis quelques mois. Il a une cicatrice profonde au visage, mais c'est un type solitaire. On le craint, un peu. » Poirot esquissa un sourire satisfait. « Eh bien, mon cher O'Connor, il est temps d'aller rendre visite à ce marin. » Dehors, les mouettes criaient au-dessus des vagues, comme pour accompagner la résolution de Poirot. Le mystère s'épaississait, mais les contours d'une vérité commençaient à apparaître. L'homme à la cicatrice détenait peut-être la clé de ce soupir dans la nuit. Le marin à la cicatrice vivait dans une petite maison de bois, en bordure du port, presque dissimulée par les filets et les barques renversées. Sa réputation le précédait. Les enfants l'évitaient. Les femmes baissaient les yeux à son passage. Et les hommes le saluaient brièvement, sans jamais engager la conversation. Poirot et le shérif O'Connor frappèrent à la porte. Après un silence pesant, celle-ci s'ouvrit, révélant un homme massif, à la peau burinée par le sel et le soleil. Une cicatrice profonde barrait son visage, allant de la tempe à la mâchoire. Ses yeux sombres fixèrent Poirot avec une dureté glaciale. « Que me voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. Poirot inclina légèrement la tête. « Nous enquêtons sur la mort de monsieur Richard Harland. Peut-être l'avez-vous croisé ?» Le marin ricana, dévoilant des dents jaunies. « Tous les étrangers passent par ici,
Mais je ne cause pas avec eux. Poirot observa ses mains, calleuses, tachées de goudron, mais propres de toute coupure récente. Pourtant, un détail attira son regard. Sous l'ongle du pouce gauche, un minuscule fragment rougeâtre. Poirot fit mine de ne rien remarquer, mais son esprit enregistra le signe avec précision. « Monsieur, » reprit Poirot calmement, « cet homme est mort, avec une rose rouge dans la main. Voilà un objet bien étrange pour un financier. Savez-vous d'où vient une telle fleur dans un port où l'on cultive peu de jardins ?» Le marin fronça les sourcils, hésita, puis haussa les épaules. « Allez demander aux dames riches. Ce ne sont pas mes affaires. » Le shérif, agacé, fit un pas en avant, mais Poirot l'arrêta d'un geste discret. « Il est inutile de forcer, » dit-il doucement. « Chaque silence est déjà une réponse. » Puis, se tournant vers le marin, « Une dernière question, mon ami. Où étiez-vous la nuit dernière, à minuit ?» Le marin soutint son regard, sans ciller. « Sur mon bateau. Seul. Personne ne peut le prouver. » Sa voix était sèche, presque provocante. Poirot hocha la tête, comme satisfait de cette réponse, et se retira sans un mot de plus. Dehors, O'Connor fulminait. « Cet homme ment, Poirot, je le sens. » Poirot caressa ses moustaches, pensif. « Peut-être, mon cher shérif, mais voyez-vous, le mensonge complet est rare. Même dans la tromperie, une part de vérité se glisse toujours. » Alors qu'il s'éloignait de la cabane, Poirot tira discrètement de sa poche un petit carnet. Il y nota quelques mots. Rose, fragment rouge, alibi fragile. Puis il murmura presque pour lui-même. « Oui, ce marin cache quelque chose. Mais la rose est la clé. » Le lendemain, Poirot se rendit au petit marché de Cabot Cove. Les étals débordèrent de poissons frais, de légumes encore couverts de terre, mais très peu de fleurs. En vérité, seule une table proposait quelques bouquets modestes, cueillis dans les jardins du village. Parmi eux, une poignée de roses écarlates attira aussitôt son regard. La marchande, une femme ronde aux joues rougies par le froid, accueillit Poirot avec un sourire timide. « Homme sum. Vous cherchez quelque chose de particulier, monsieur ?» demanda-t-elle. Poirot désigna les roses. Ces fleurs, elles sont bien singulières dans ce village. Qui vous les fournit? La femme hésita, triturant son tablier, puis répondit. « Ce sont des fleurs du jardin de Madame Whitmore. C'est une veuve fortunée. Elle vit dans la grande maison sur la colline. Elle aime cultiver ses roses, même si le climat n'y est guère propice. » Poirot inclina la tête, pensif. Une rose rare, venant d'une maison riche et isolée. Cela expliquait pourquoi Harland en tenait une dans sa main. Mais comment cette fleur avait-elle quitté les jardins de la veuve Whitmore pour se retrouver dans la main d'un homme mort au quai? Le shérif qui l'accompagnait fronça les sourcils. « Cette Whitmore, je la connais. Une femme fière, secrète, et qui ne parle guère aux pêcheurs. Vous croyez qu'elle est au mêlé à tout ça ?» Poirot esquissa un sourire énigmatique. « Mon cher O'Connor, dans une enquête, ce ne sont pas les gens qui parlent beaucoup qu'il faut craindre, mais ceux qui gardent leur silence. » Ils quittèrent le marché et montèrent vers la maison Whitmore, une demeure imposante surplombant le port. Les volets étaient masclos, et un parfum subtil de fleurs flottait déjà dans l'air. Poirot observa les allées bien entretenues, la grille de fer forgée et les buissons soigneusement taillés. Une maison qui respire l'ordre, mais aussi l'orgueil, murmura-t-il. La domestique, une vieille femme au dos voûté, les fit entrer dans un salon vaste et sombre. Les rideaux lourds filtraient la lumière.
Mais dans un vase posé sur la cheminée, des roses écarlates flamboyaient comme des flammes. Poirot s'en approcha, les yeux brillants. « Ah, voyez, shérif, les mêmes fleurs que dans la main du défunt. » Madame Whitmore fit enfin son apparition, vêtue de noir, ses cheveux relevés avec une élégance sévère. Ses yeux clairs fixèrent Poirot avec une curiosité glaciale. « Messieurs, dit-elle d'une voix calme, puis-je savoir pourquoi vous venez troubler ma tranquillité ?» Poirot s'inclina légèrement. « Madame, pardonnez l'indiscrétion, mais l'homme retrouvé mort au quai tenait une de vos roses. Je suis venu vous demander comment cette fleur est-elle sortie de votre maison pour finir dans sa main. » Un silence pesant s'installa. Madame Whitmore posa sa main sur le dossier d'un fauteuil, mais son regard ne vacilla pas. « Monsieur Poirot, si une de mes roses a quitté mon jardin, ce n'était certainement pas avec ma permission. » Poirot observa Madame Whitmore avec une attention soutenue. Ses mains étaient parfaitement immobiles, son maintien digne, mais une lueur d'inquiétude traversa fugitivement ses yeux. Ce bref éclat n'échappa pas au détective belge. « Madame, dit-il doucement, parfois une fleur raconte une histoire plus complexe qu'un livre entier. » La veuve esquissa un sourire froid. « Monsieur Poirot, vous me flattez, mais je n'ai aucune idée de comment cet homme a pu obtenir une de mes roses. Peut-être un domestique infidèle, peut-être un voleur de jardin. » Ses mots étaient nets, mais son ton trahissait une tension cachée. Le shérif O'Connor, moins subtil, intervint d'une voix sèche. « Harland est mort avec cette rose, madame, et vous êtes la seule dans ce village à en cultiver. Alors, je vous conseille de nous dire la vérité. » Poirot leva une main pour calmer son ami. « Doucement, mon cher. La vérité, voyez-vous, s'obtient rarement par la force. » Poirot fit quelques pas dans le salon, ses yeux se posant sur les portraits accrochés au mur. L'un d'eux représentait un homme plus jeune, élégant, vêtu d'un costume militaire. Ses traits rappelaient étrangement ceux de Richard à Harland. « Madame, qui est cet homme ?» demanda Poirot. Madame Whitmore pâlit légèrement. « Mon défunt mari, » répondit-elle d'une voix basse. Poirot se tourna vers elle, ses moustaches frémissantes. « Vraiment ? Pourtant, il y a une ressemblance frappante avec notre malheureuse victime. » Le silence qui suivit pesa lourdement dans la pièce. La veuve serra les lèvres, puis détourna le regard vers la cheminée. « Richard Harland était mon neveu, » admit-elle enfin. « Mais nous n'étions pas proches. Il est venu à Cabot Cove sans prévenir. » Poirot hocha lentement la tête. Voilà qui changeait tout. La victime n'était pas un étranger complet, mais lié par le sang à la plus mystérieuse femme du village. « Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» gronda O'Connor. Madame Whitmore répondit sèchement. « Parce que je savais que sa présence ici susciterait des questions. Mon neveu avait ses propres secrets, et il n'était pas venu pour des visites de courtoisie. » Poirot s'approcha d'elle, son regard brillant. « Et je parierais, madame, qu'il vous avait confié un danger qui pesait sur lui. Peut-être même qu'il avait trouvé refuge auprès de vous ?» Elle resta silencieuse, mais ses doigts crispés sur le bois du fauteuil confirmèrent davantage que ses paroles. « Mes amis, » déclara Poirot en se tournant vers le shérif, « nous ne sommes plus dans une affaire d'étrangers assassinés. Nous sommes face à une tragédie familiale. Et dans ces drames, les mensonges sont toujours plus dangereux que les armes. » Poirot sortit de la demeure Whitmore avec le shérif O'Connor. La brise du large fouettait leurs visages, apportant avec elle une odeur d'embrun. « Alors, Poirot, » dit le shérif en remontant son col, « vous pensez vraiment que la veuve nous cache quelque chose ?» Poirot caressa ses moustaches d'un geste réfléchi. « Mon cher,
Elle ne nous cache pas quelque chose. Elle nous cache presque tout. » Ils descendirent la colline en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Au port, la vie semblait reprendre son cours. Les pêcheurs réparaient peu leurs filets, les enfants couraient sur les pavés, mais derrière chaque sourire se cachait une tension sourde. Cabot Cove, tout entier, vivait désormais sous le poids d'un secret. Poirot fit halte devant l'auberge et s'assit sur un banc de bois, observant la mer. « Considérez, mon ami, dit-il au shérif, Richard Harland est lié à Madame Whitmore par le sang. Il n'est donc pas venu ici par hasard. Et si ces lettres parlent de danger, c'est que ce danger se trouvait déjà à Cabot Cove. » O'Connor fronça les sourcils. « Vous croyez qu'un des habitants a voulu se débarrasser de lui ?» Poirot fit un petit signe de tête. « Pas seulement voulu, il l'a fait. Mais la raison reste floue, et je soupçonne qu'elle a plus à voir avec un secret ancien qu'avec une querelle récente. » Ils furent interrompus par Martha, la vieille commère du village, qui s'approcha en tenant son panier de poissons séchés. « Messieurs, dit-elle avec un sourire édenté, j'ai entendu dire que vous cherchez des réponses. Eh bien, je peux vous en donner une. Harland a été vu, plusieurs fois, parlant avec un marin et une certaine jeune femme du marché, et ça n'avait rien d'innocent. » Poirot leva les yeux vers elle, intrigué. « Une jeune femme du marché, dites-vous » Martha acquiesça vivement. « Oui, celle qui vend les légumes près de l'église. Mais elle évite maintenant de sortir le soir, comme si elle avait peur de quelqu'un. » Le shérif soupira, excédé. « Des rumeurs encore. » Mais Poirot sourit finement. « Non, mon ami, dans chaque rumeur se cache un noyau de vérité. Il faut simplement savoir le dégager. » Puis il ajouta d'une voix basse, « Si Richard Harland cherchait à dénoncer un secret, il a dû se confier à quelqu'un du village. Une femme, peut-être, plus encline à l'écouter qu'un marin brutal. Nous devons parler à cette marchande. » Le soleil déclinait à l'horizon, teignant le ciel de nuances pourpres. Poirot se leva, son regard fixé sur les ruelles étroites du village. La vérité est là, O'Connor, dans les gestes de ses habitants. Et si nous ne la découvrons pas rapidement, l'assassin aura déjà pris la mer. Le marché battait son plein, lorsque Poirot et le shérif O'Connor s'y rendirent. Les cris des vendeurs, les rires des enfants et le bruit des charrettes se mêlaient à l'odeur du poisson frais. Pourtant, au milieu de cette agitation, Poirot remarqua aussitôt la marchande de légumes dont Martha avait parlé. Elle se tenait, droite derrière son étal, mais ses yeux fuyants et ses gestes nerveux trahissaient une inquiétude profonde. Poirot s'approcha avec un sourire courtois. « Bonjour, mademoiselle. Vos légumes sont fort beaux, mais c'est votre visage qui m'intéresse aujourd'hui. Vous semblez préoccupée. Auriez-vous quelque chose à confier à Hercule Poirot ?» La jeune femme rougit et baissa la tête, ses doigts jouant avec un torchon. Le shérif, moins patient, intervint. « Écoutez, nous n'avons pas toute la journée. Richard Harland a été vu en votre compagnie. Que faisiez-vous avec lui ?» La marchande tressaillit, jeta un regard effrayé autour d'elle, puis murmura. « je ne voulais pas être mêlé à cette histoire. » Poirot s'inclina légèrement, sa voix douce comme une caresse. « Personne ne vous accuse, mademoiselle, mais chaque détail compte. Richard Harland cherchait la vérité. Peut-être avez-vous été son oreille attentive. » Les yeux de la jeune femme s'embuèrent de larmes. « Oui, il venait souvent me parler. Le soir, il disait que je pouvais lui faire confiance. » O'Connor hocha la tête, impatient. « Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?» La marchande hésita longtemps, comme si elle luttait contre une peur intérieure. Puis, d'une voix brisée, elle lâcha. « Il m'a parlé d'un coffre caché, dans l'entrepôt près du quai. Il disait que ce coffre contenait la preuve d'une trahison,
mais il n'a jamais eu le temps de l'ouvrir. Poirot se redressa, ses yeux brillants d'une vive curiosité. Un coffre, voilà donc ce qu'il cherchait, et voilà pourquoi il a été réduit au silence. La marchande acquiesça, tremblante. Il m'a demandé de ne rien dire, mais je savais qu'un jour, cela me retomberait dessus. « Mademoiselle, » reprit Poirot, avec gravité, en taisant la vérité, « vous ne protégez personne, vous ne faites qu'offrir aux criminels l'occasion de frapper encore. » Ces mots résonnèrent si fort que la jeune femme éclata en sanglots, incapable de soutenir davantage le poids de son secret. Le shérif soupira lourdement et posa une main maladroite sur son épaule. « Ça suffit. Vous nous avez aidés. C'est déjà beaucoup. » Poirot, lui, ne détacha pas son regard des passants autour. Chaque visage pouvait appartenir à celui qui redoutait la découverte du coffre. « O'Connor, » dit Poirot, d'une voix ferme, « nous devons retourner à l'entrepôt. Ce coffre est la clé de tout. Mais attention, s'il existe réellement, l'assassin sait déjà que nous allons le chercher. » La nuit était tombée quand Poirot et le shérif O'Connor revinrent à l'entrepôt. La brume s'était épaissie, rendant chaque pas incertain, chaque ombre menaçante. Le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux résonnait comme un murmure inquiétant. Poirot marcha lentement, ses yeux scrutant chaque détail du sol humide. La porte de l'entrepôt céda avec un grincement lugubre. À l'intérieur, tout semblait figé dans le silence. Les caisses alignées, les cordages abandonnés, la poussière suspendue dans l'air. Poirot leva sa lanterne, éclairant les recoins sombres. « Le coffre doit être ici, » murmura-t-il. Ses moustaches frémissantes, ils inspectèrent les lieux méthodiquement. Le shérif soulevait les caisses avec une force brusque, tandis que Poirot s'attardait sur les détails. Une planche plus usée que les autres, un clou déplacé, une poussière qui avait été récemment dérangée. Enfin, derrière une pile de tonneaux, ils découvrirent une trappe à demi dissimulée. O'Connor s'agenouilla et tira la planche. Là, dans une cache étroite, reposait un petit coffre de fer noirci par le temps. Ses ferrures rouillées semblaient n'avoir pas été ouvertes depuis des années. « Le voilà !» s'exclama le shérif, essoufflé. Mais Poirot leva une main pour l'arrêter. « Doucement, mon ami, ce coffre n'est pas seulement un objet. Il est le cœur de ce mystère. Chaque détail de son ouverture doit être observé. » Il sortit son mouchoir, essuya délicatement la poussière et nota la présence d'une empreinte encore fraîche sur le métal. Preuve que quelqu'un l'avait touché récemment. Le shérif força la serrure avec un pied de biche et le coffre s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, des documents soigneusement pliés, des lettres jaunies et un petit carnet relié de cuir brun. Poirot prit le carnet et l'ouvrit à la première page. Ses yeux brillèrent aussitôt, d'un éclat aigu. « Voyez, O'Connor, ce sont des contrats, des registres financiers. Et ici, des noms, des sommes colossales. Richard Harland avait découvert une fraude, un détournement de fonds impliquant. » Poirot s'interrompit brusquement, son doigt s'arrêtant sur une signature. Ses moustaches frémirent. Le shérif se pencha, les yeux écarquillés. « Par tous les saints, c'est la signature de Madame Whitmore. » Un silence lourd s'abattit entre eux. Ce coffre liait désormais la veuve respectée au cœur du village à un crime d'argent et peut-être de sang. Poirot referma doucement le carnet, son regard perdu dans la brume. Voilà donc pourquoi Harland devait mourir. Il avait découvert que sa propre tante détournait des fortunes. Mais mon cher O'Connor, je crains que ce coffre ne contienne pas seulement une vérité financière. Il recèle une vérité plus sombre encore. Le lendemain matin,
Poirot et le shérif O'Connor se présentèrent de nouveau à la demeure Whitmore. La grande maison dominait toujours le port, imposante et sévère, mais une atmosphère lourde semblait désormais l'envelopper. À mesure qu'ils gravissaient les marches du perron, Poirot sentait que chaque pas les rapprochait de la vérité et du danger. Madame Whitmore les reçut dans le même salon feutré que la première fois. Cette fois, elle paraissait nerveuse, ses mains s'attardant trop longtemps sur la tasse de thé qu'elle avait posée devant elle. Ses yeux clairs fixaient Poirot avec une intensité glaciale. « Alors, monsieur le détective, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Poirot s'assit, croisa les jambes et sortit calmement le petit carnet découvert dans le coffre. « Hélas, madame, ce n'est pas moi qui ai trouvé, c'est Richard Harland. Et ce carnet, voyez-vous, contient la preuve d'une fraude. Une fraude dont la signature n'est autre que la vôtre. » Un silence brutal s'abattit. Le shérif, le visage fermé, posa lourdement le carnet sur la table. Madame Whitmore blêmit, mais son maintien resta digne. Ces papiers ne prouvent rien. Ils sont anciens, sans valeur. Vous croyez qu'une veuve respectable se compromettrait ainsi? Poirot sourit finement, ses moustaches frémissantes. Respectable? Peut-être aux yeux du village. Mais la respectabilité n'a jamais empêché la cupidité. Ces mots claquèrent comme une gifle. O'Connor se redressa, prêt à l'arrêter, mais Poirot leva la main. « Pas encore, shérif. » La veuve reprit contenance et planta son regard dans celui du détective. Richard était naïf. Il croyait avoir découvert un scandale, alors qu'il ne comprenait rien aux affaires de la famille. S'il est mort, ce n'est pas à cause de moi, mais parce qu'il a voulu jouer avec des forces qui le dépassaient. Poirot se pencha légèrement vers elle. « Vous avez raison sur un point, madame. Richard n'est pas mort seulement à cause de l'argent, mais il y a autre chose. Une rose écarlate dans sa main. Ce détail, si théâtral, ne pouvait venir que de quelqu'un qui voulait envoyer un message. Et ce quelqu'un, j'en suis convaincu, connaissait vos jardins. » Un tremblement passa sur le visage de madame Whitmore. Ses doigts serrèrent le tissu de sa robe, mais elle ne répondit pas. Le silence qu'elle offrait valait plus qu'une confession. Poirot la fixa longuement, puis dit d'une voix basse et ferme. « Vous n'avez peut-être pas porté le coup fatal, madame, mais vous savez parfaitement qui l'a fait. » O'Connor frappa du poing sur l'accoudoir du fauteuil. « Alors, parlez, madame. Si vous n'êtes pas coupable, dites-nous qui l'est. » Mais madame Whitmore détourna le regard, ses lèvres serrées comme une porte verrouillée. Poirot soupira. « Très bien. Alors je trouverai par moi-même. Et lorsque je le ferai, madame, vos silences seront jugés comme complicité. » Poirot et le shérif O'Connor quittèrent la demeure Whitmore. Mais le détective belge ne paraissait pas satisfait. Ses yeux brillaient d'une inquiétude contenue, comme si une pièce essentielle du puzzle échappait encore à son esprit. « Mon cher O'Connor, » dit-il doucement, « il nous faut retourner voir notre marin à la cicatrice. Je crois que ces silences parlent autant que ceux de madame Whitmore. » Ils se rendirent à la cabane au bord du port. Le marin était assis sur une caisse, une pipe entre les dents, ses yeux fixant l'horizon comme s'il voulait fuir loin de la terre ferme. Lorsqu'il aperçut Poirot, il grogna. « Encore vous? Vous cherchez quoi, à la fin ?» Poirot s'approcha, calmement, ses mains croisées derrière le dos. « La vérité, mon ami, et elle se cache souvent dans les cicatrices, qu'elles soient sur le visage ou dans le cœur. Dites-moi, depuis combien de temps servez-vous madame Whitmore ?» Le marin sursauta, ses traits se durcirent. « Moi? Servir cette femme ?» Mais son trouble fut visible. Le shérif fronça les sourcils. « Alors, vous la connaissez ?» Le marin hésita, puis lâcha d'une voix amère. « Oui,
Je la connais depuis longtemps. J'ai travaillé pour son mari, jadis. Quand il est mort, elle m'a gardé dans l'ombre, pour faire certaines tâches qu'elle ne voulait pas confier à ses domestiques. Poirot inclina la tête, ses moustaches frémissant. Des tâches comme surveiller Richard Harland, peut-être, ou s'assurer qu'il ne découvre pas le coffre. Le marin détourna le regard, sa mâchoire crispée. Je n'ai jamais voulu de mal au garçon, mais elle m'a ordonné de l'éloigner. Éloigner, répéta Poirot. Le marin hocha lentement la tête. Oui, elle disait qu'il fouillait trop, qu'il voulait déterrer des choses qui devaient rester enfouies. Alors, j'ai essayé de l'effrayer, de le faire partir. Mais je ne l'ai pas tué, je le jure sur ma vie. Poirot s'approcha davantage, son regard perçant, comme une lame. Pourtant il est mort, mon ami, et dans sa main, une rose de son jardin. Voilà un symbole bien trop clair pour être une coïncidence. Le marin passa une main tremblante sur sa cicatrice. Je ne l'ai pas mise là, mais je sais qui l'a fait. Un silence tendu tomba. Le shérif O'Connor serra le manche de son revolver. Alors dites-le, par Dieu, qui? Le marin inspira profondément, puis lâcha dans un souffle. C'est elle, Madame Whitmore. Pas de ses propres mains, mais c'est elle qui a tout ordonné. Poirot ferma les yeux un instant, comme si la pièce manquante venait enfin de s'emboîter. Voilà donc, un crime de famille, un crime d'argent et un crime de silence. Mais le rideau n'est pas encore tombé, mon cher O'Connor. Il reste à confronter la veuve et à lui arracher sa dernière vérité. La demeure Whitmore était plongée dans une pénombre lourde lorsque Poirot et le shérif O'Connor y revinrent. Les rideaux fermés étouffaient la lumière, et une odeur de rose fanée emplissait l'air comme un parfum funèbre. Madame Whitmore les attendait, droite dans son fauteuil, l'expression figée mais ses yeux brillants d'une tension contenue. Poirot s'avança avec lenteur, chaque pas mesuré. « Madame, il est temps de mettre fin à ce théâtre. Votre neveu Richard Harland a été tué non par hasard, mais parce qu'il avait découvert vos détournements d'argent, et ce marin à la cicatrice n'était que votre instrument. » La veuve serra les accoudoirs du fauteuil, mais resta muette. Poirot poursuivit, ses moustaches frémissantes. « Vous lui avez ordonné de surveiller Richard, de l'effrayer peut-être, mais vous n'aviez pas prévu que votre neveu trouverait le coffre. Quand il l'a découvert, vous saviez que votre secret allait éclater. Alors, vous avez orchestré sa mort. » O'Connor intervint, d'une voix dure. « Le marin a parlé, madame. Il vous a dénoncé. » Un éclat de colère traversa enfin le visage de la veuve. Cet homme n'est qu'un lâche. Oui, je lui ai demandé de protéger ma maison, mais je ne lui ai jamais demandé de tuer Richard. Poirot leva un doigt élégant. Voilà le point exact, madame, car je ne crois pas que vous ayez porté le coup fatal. Non, celui qui a serré la rose dans la main de Richard voulait envoyer un message, et ce geste théâtral, c'est le vôtre. Vous seul pouviez avoir accès à vos fleurs, vous seul pouviez transformer un meurtre en symbole. Un silence glacial s'installa. Enfin Madame Whitmore éclata. Il m'aurait détruite, toute ma fortune, toute ma réputation. Il ne comprenait pas. Je faisais cela pour protéger le nom de mon mari, pour préserver ce qui nous restait. Oui, j'ai mis la rose. Oui, j'ai voulu que ce soit un avertissement. Mais ce n'est pas moi qui ai ôté la vie de Richard. Poirot la fixa longuement, puis répondit d'une voix basse. « Non, madame, ce n'est pas vous. Mais en dissimulant, en manipulant, vous avez guidé la main de l'assassin. Et c'est cela, la véritable complicité. » Le shérif O'Connor se leva, posa une main ferme sur l'épaule de la veuve. « Madame Whitmore, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et fraude. » Elle ne résista pas, mais ses yeux s'emplirent d'une fureur glaciale, comme une reine déchue
prêt à affronter son destin. Poirot, immobile, caressa ses moustaches. Ainsi se termine ce soupir dans la nuit. Une rose, une cicatrice et un coffre, 3 détails qui ont suffi à révéler toute la vérité. Puis Brough, se tournant vers le shérif, il ajouta doucement « Mon cher O'Connor, souvenez-vous, ce ne sont jamais les grands gestes qui trahissent un criminel, mais les petits détails